TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 49 ans déjà que feu président Gnassingbé Eyadema échappait à un attentat, mais perdait plusieurs de ses collaborateurs. Ce 24 janvier, la mémoire de ses compatriotes a été célébrée à travers une cérémonie, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le président de la République qui a présidé la cérémonie du côté de Sarakawa sur les lieux du drame. Cette semaine est dédiée à l'innovation des jeunes au Togo, une plateforme pour valoriser et faire connaître le savoir-faire de la jeunesse et susciter ainsi l'appui de plusieurs partenaires. À découvrir dans ce journal. Et puis, dans le Vaud, c'est l'autonomisation financière féminine qui est promue. C'est à travers le projet dénommé AFA Wetrivi qui sera pris en compte et comment, vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Il y a 49 ans survenait l'attentat de Sarakawa, attentat duquel sortira indemne feu Gnassingbé Eyadema, mais pas ses collaborateurs qui y laissèrent leur vie. Et ce mardi, devoir de mémoire sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le chef de l'État, Forest Zimna Gnassingbé, qui a présidé la cérémonie ce matin à Sarakawa sur les lieux du drame. D'abord, les images de son arrivée ce matin. Une fois arrivé donc sur les lieux du drame, la tradition a été respectée. L'hommage a été rendu donc à tous ceux qui sont tombés à Sarakawa le 24 janvier 1974 pour que triomphe la nation. Vous voyez donc là les images du chef de l'État. Le chef de l'État qui va donc poser la gerbe donc de fleurs sur le lieu du drame. Ceci donc pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie en cette journée du 24 janvier 1974. Et nous reviendrons en détail sur cette célébration du côté de Sarakawa dans le courant de cette édition. Nos équipes de reportage étant en cabine de montage. Hommage rendu également à Lomé, à la place des martyrs. Je vous le disais, la cérémonie, l'hommage a été rendu donc sur toute l'étendue du territoire national. Et du côté de Lomé, la cérémonie a été présidée par le représentant du chef de l'État, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le compte rendu avec Ekoui Salah. Les années passent, mais les Togolais sont loin d'oublier la date du 24 janvier 1974. Le souvenir reste encore vivace dans les esprits. Il y a 49 ans, le crash de l'avion de feu président Gnassingbé Eyadema à Sarakawa dans la Kosa. Un tournant décisif dans l'histoire du Togo. La nation se souvient des victimes à l'occasion de cet anniversaire. Dépôt de gerbe à la place des martyrs par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le chef de l'État, Fort Eswazimna Gnassingbé.
peuple togolais rend hommage aux disparus de Sarakawa. Comme de tradition, le message de feu président Gnassingbé Eyadema au soir du drame a été écouté par l'assistance. Un message dans lequel il appelle au rassemblement et à l'unité nationale pour permettre au Togo d'obtenir son indépendance économique. 49 ans après, le Togo se construit avec assurance autour des programmes et projets de développement. Des acquis que le peuple togolais est appelé à sauvegarder à tout prix face aux nouveaux enjeux sécuritaires, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent. Je vous le disais donc, le chef de l'État a donc présidé la cérémonie d'hommage à ceux qui sont tombés en cette journée du 24 janvier 1974. La cérémonie présidée donc du côté de Sarakawa. Et peu après, le chef de l'État a présidé à Kara une rencontre d'échange, de partage et d'écoute avec les directeurs régionaux des services déconcentrés des régions centrales de la Kara et des savanes. Et il s'agit d'une première phase de rencontre qui s'étendront aux autres régions du pays. Et nous reviendrons en détail donc également sur cette rencontre du chef de l'État avec les directeurs régionaux des services déconcentrés dans nos prochaines éditions. La Togo Youth Innovation Week, ou la semaine de l'innovation des jeunes, s'est ouverte ce mardi à la Maison des Jeunes de Lomé, du 24 au 27 janvier, sur toute l'étendue du territoire national, toute une semaine réservée donc aux innovations des jeunes pour permettre donc au peuple togolais et à la population donc de découvrir le savoir-faire de la jeunesse, et ceci dans tous les domaines. Et ce savoir-faire sera exposé, et le service, c'est également une plateforme d'échange et de collaboration afin de stimuler la créativité, la culture de l'innovation chez les jeunes du Togo. Le compte rendu de cette première journée avec Clarisse Aticlé. De l'innovation et de la créativité, les jeunes Togolais en démontrent à suffisance à cette première édition de la Togo Youth Innovation Week, ou la semaine de l'innovation des jeunes. Que ce soit en sciences, en technologie, en art ou dans le numérique, les jeunes Togolais impriment de plus en plus leur marque. Donna conçoit des drones pour l'agriculture et l'agroforesterie. Nous avons des drones de pulvérisation qui permettent de faire les traitements des parcelles et des cultures pour les agriculteurs. Cela veut dire que l'ancienne méthode de traitement qui permet d'avoir un sac à dos et de pomper à la main sera progressivement remplacée par cette nouvelle technologie qui permet de traiter un champ de 1 hectare en 15 minutes. Nous utilisons aussi les drones pour détecter des maladies, pour compter des plants, par exemple faire l'inventaire des espèces dans une forêt par exemple, reboiser par exemple. Rodi, promotrice de Week-in Art, ajoute des touches particulières aux articles artisanaux. Ici, nous avons des agendas et des étuis faits en pagne, des cartables pour le bureau, pour que vous fassiez la différence parmi vos collègues. On sent que vous avez une touche africaine avec vous et surtout Made in Togo. Autant de talents et d'initiatives mises en lumière à la semaine de l'innovation des jeunes. Une opportunité pour encourager les potentiels investisseurs à accompagner et soutenir leurs idées de projets ou prototypes. La semaine de l'innovation, c'est une initiative portée par le gouvernement pour les jeunes et par les jeunes. Dans toute l'organisation, il n'y a que la jeunesse. Nous tous, nous allons célébrer l'innovation durant cette semaine. Vous allez voir des panels où des aînés vont passer pour partager leurs expériences. Vous allez voir des ateliers, comment faire et quoi faire. Vous allez également participer à des échanges B2B. Il y a également un salon Break Innove pour tous les innovateurs. Ce sera en format décontracté où on aura des innovateurs, des investisseurs, tous ceux qui participent à l'écosystème innovant et entrepreneurial. Ils ont déjà l'assurance de l'accompagnement du gouvernement. Ces jeunes, viviers de talent, se le sont encore entendus dire par la ministre de la Promotion de l'Investissement, représentant la chef du gouvernement à l'ouverture de cette semaine. Le gouvernement vise à travers cette initiative
à créer une base de données d'initiatives innovantes togolaises, partager les opportunités de financement existantes avec les innovateurs et surtout valoriser les innovations des Togolais. Si aujourd'hui nous célébrons l'innovation, nous célébrons également la jeunesse créative ainsi que l'engagement de qualité qui continue sans cesse d'être repensé pour apporter les outils nécessaires à l'émancipation du talent au Togo. Ils sont 30 jeunes innovateurs à exposer à la Maison des Jeunes de Lomé jusqu'au 27 janvier prochain. Une cuvée sélectionnée sur 301 dossiers reçus. Et ils s'affronteront au pitch 228 Innove pour dégager les 3 meilleures innovations, celles qui partiront avec l'enveloppe de 10 millions de francs CFA en jeu. Et ce sont également les jeunes qui ont bénéficié du projet dénommé Aflatine Plus, projet qui fait objet de bilan depuis ce matin à Lomé. Et sachez que plus de 6000 élèves de la tranche d'âge allant de 14 à 18 ans ont bénéficié donc du dit projet au Togo, au Niger et au Mali. Que retenir? Les réponses dans ce reportage de Gisèle Kozona. Le projet de compétences de vie et éducation financière dans une optique de genre prend fin. Une rencontre pour évaluer sa mise en œuvre dans les 3 pays bénéficiaires, Togo, Niger et Mali. Plus de 6000 élèves ont bénéficié de ce projet dénommé Aflatine Plus. Le but était d'autonomiser financièrement 6000 jeunes et adolescents dans les 3 pays d'implémentation qui reçoivent une éducation sociale et financière. Et ce projet en fait était basé sur un de nos manuels d'éducation qui s'appelle Aflatine Plus, qui est un manuel d'éducation sociale et financière dédié aux jeunes adolescents pour en fait qu'ils soient formés sur des compétences de vie mais aussi des compétences financières pour les préparer à un monde du travail complexe et qui peut être turbulent parfois, pour qu'ils aient les capacités nécessaires en fait de s'en sortir et de devenir aptes, autonomes financièrement. Le projet concerne les élèves de 14 à 18 ans. Membres et partenaires de l'association ont passé en revue les actions menées pour l'atteinte des objectifs fixés, les résultats attendus et la résilience du projet. Sur le niveau social, la rétention des élèves, filles comme garçons. Avant, on pensait que c'est les filles seulement qui abandonnent. Les garçons aussi abandonnent. La diminution des grossesses sur le plan social. Maintenant, quand nous allons au plan financier, dans des écoles, les clubs Aflatoun ont pu épargner jusqu'à 1 200 000 dans une année. Cette année, quand on est allé dans d'autres écoles, ils sont à 400 000 francs déjà. Nous disons que le projet Aflatine Plus est venu apporter un plus dans notre éducation. Quand l'enfant est dans un club Aflatine, il est conscient. Et il pense déjà à son avenir, pas seulement travailler dans un bureau, il pense même être entrepreneur. Occasion de saluer les partenaires d'Aflatoun International et les autorités éducatives. Ensemble, ils ont plaidé pour la pérennisation du projet. Et pendant ce temps, le projet autonomisation des femmes pour l'alphabétisation étoile vient d'être lancé du côté de Vaughan. Projet qui veut permettre de garantir aux femmes et filles un épanouissement socio-économique adéquat. Le nom du projet, Afa Witrivi Isaka Aruna. Afa Witrivi, voici la solution de l'ONG La Colombe et Care International contre la pauvreté des filles et femmes dans la préfecture de Vaud. Le projet ici présenté veut sortir cette couche vulnérable de l'analphabétisme, le plus souvent obstacle à l'exercice d'activités socio-économiques. Le programme d'Alpha s'adresse à la fois aux femmes et aux jeunes. Et les jeunes filles, c'est celles qui sont en apprentissage. C'est l'alphabétisation en français, puisqu'aujourd'hui, le CFA, il faut savoir lire et écrire. Il faut au moins écrire son nom. Les épreuves sont aussi en français. Et pour les femmes, il y aura les 2 langues, le V et le français, selon
le choix des femmes. Il y a des éléments que nous voulons insérer concernant les droits, concernant les violences, concernant le leadership et le développement personnel. Nous aurons formé aussi des pères éducateurs, des pères éducatrices, je vais les appeler ici. On aura des mentors qui vont appuyer beaucoup plus des femmes au sein des groupements pour les accompagner au quotidien par rapport à leurs activités génératrices de revenus. Grâce au projet AFAWETRIVI, 4000 femmes et filles verront leur vie améliorée. Un défi de taille que compte relever à tout prix Care International et la Colombe dans cette localité où le taux d'analphabétisme reste l'un des plus élevés. Déjà des femmes qui souvent ont des business mais qui sont limitées par le fait qu'elles ne sont pas alphabétisées. Donc elles ont des accès à des marchés qui sont limités. La manière dont elles développent leur business, la manière dont elles le gèrent, on a des tas d'études qui prouvent qu'avec un meilleur taux d'éducation, meilleur taux d'alphabétisation, on arrive à accéder à des marchés, à mieux gérer sa propre affaire, à être plus accepté dans les communautés où on travaille, y compris même au niveau de son ménage et au niveau des communautés. Avec le ministère, les ministères concernés, avec les partenaires, on s'est mis d'accord de commencer un petit programme sur Vaud et 4 communes pour travailler sur ces 4000 femmes environ. La directrice régionale maritime de l'action sociale a salué l'initiative. Le projet AFAWETRIVI va durer 4 ans. Les acteurs de l'administration centrale du ministère en charge de l'environnement et les organisations de la société civile se forment depuis ce matin sur les risques et les impacts du changement climatique. Il est question de renforcer la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, celles qui dépendent justement de la productivité des écosystèmes. Les précisions avec Sandra Aziabé. Perturbations climatiques impactent fortement les secteurs de l'agriculture, l'énergie, la foresterie, de même que les initiatives pour réduire l'effet des changements climatiques sur la population côtière. Il s'impose aux différents acteurs d'amener les populations à l'adaptation au dérèglement climatique basé sur les écosystèmes, la biodiversité et sa conservation pour un développement socio-économique durable. Dans l'approche, il faut déjà commencer par protéger, mener des activités humaines qui vont aller à la destruction de ces écosystèmes. Donc déjà, dans l'approche, il faut tabler sur ça pour amener aux communautés à savoir que les écosystèmes, il faut les protéger, mais en même temps, permettre à ces écosystèmes de les donner les moyens de subsistance. Nous nous attaquons à l'adaptation. Maintenant, pour intégrer l'adaptation au changement climatique, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs stratégies. Il y a par exemple l'adaptation basée sur les communautés, il y a aussi l'adaptation basée sur l'écosystème. Et dans ces formations, nous avons jugé prendre cette approche parce qu'elle rassemble beaucoup plus d'éléments afin de permettre à l'homme de s'adapter aux effets du changement climatique. Cette rencontre de formation sera relayée au niveau local dans les 8 préfectures de la région maritime. Elle permettra aux communes d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les plans de développement communaux. Aussi devront-ils mettre l'accent sur le développement humain, axé sur les mesures de gestion durable des écosystèmes et les moyens de subsistance des communautés locales. Hors du Togo, c'est officiel, le gouvernement burkinabé a confirmé la demande de retrait de l'armée française basée dans le pays, et ceci dans un délai d'1 mois. L'Élysée prend acte de la décision, mais les interrogations subsistent toujours. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du Quai d'Orsay de réclamer des explications du Burkina Faso. Et c'est par écrit que le ministère a choisi de répondre à la lettre de Ouagadougou qui réclamait le départ sous 1 mois des troupes françaises de son territoire. Nous avons bien reçu la note verbale transmise à notre ambassade. Comme l'a dit le président de la République hier, nous attendons que le président de la transition burkinabé clarifie la portée de cette note. La France réadapte en concertation avec ses partenaires son dispositif au Sahel pour rester aux côtés des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. En attendant que le président de transition, Ibrahim Traoré, s'exprime, le sort des 400 soldats français stationnés dans ce pays du Sahel reste incertain. La présence de la force Sabre était de plus en plus contestée après les 2 putschs survenus en 2021 et 2022.
Le Burkina Faso affirme que la fin de l'accord signé en 2018 avec la France ne signifie pas la fin des relations diplomatiques avec Paris, mais permettra simplement au pays de se défendre lui-même. Les autorités françaises également ont toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Le retrait de la France du Burkina Faso suivrait celui du Mali. Le dernier soldat de l'opération Barkhane avait quitté Gao en août 2022. Et au Cameroun, le mystère s'épaissit après la découverte du corps sans vie de journaliste Martinez Zongo. Que lui est-il arrivé? La famille des journalistes camerounais et la communauté internationale appellent à faire toute la lumière autour de ce décès. À 15 km au nord de Yaoundé, que le corps de Martinez Zongo a été retrouvé dimanche. Animateur vedette au Cameroun, il était porté disparu depuis le 17 janvier. Reporters sans frontières l'assure, témoignage à l'appui. Le journaliste a été enlevé aux alentours de 20 h devant une gendarmerie en périphérie de la capitale, ce que la police ne confirme pas pour l'instant. Consterné, le syndicat national des journalistes dénonce un assassinat odieux et appelle tous ceux qui travaillent dans les médias camerounais à se vêtir de noir mercredi. Il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on fasse 5 jours sans le retrouver et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Ça veut dire que, connaissant la vivacité de nos forces de l'ordre et de sécurité, Directeur d'une radio privée, Martinez Zongo était connu pour son franc-parler. Dans son émission Embouteillage diffusée du lundi au vendredi, il abordait fréquemment des affaires de corruption et n'hésitait pas à nommer à l'antenne les personnalités concernées. Accusé de diffamation, il avait notamment été détenu préventivement 2 mois en 2020. Faire toute la lumière sur la mort de Martinez Zongo, c'est ce que demande l'opposition politique, mais aussi Reporters sans frontières au Cameroun, pays classé par RSF 118e sur 180 en termes de liberté de la presse. Des vivres et non-vivres pour les ménages victimes de calamités naturelles durant l'année 2022 dans la région de la Kara. C'est une action du gouvernement togolais pour les soulager et l'opération a démarré du côté de Landa, dans la préfecture de la Kosa. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. Maïs, riz, huile, pâte alimentaire, tôle, nattes, ustensiles de cuisine et couverture. C'est la composition du don fait par le gouvernement aux sinistrés des catastrophes naturelles survenues au cours de l'année dernière au niveau de la région de l'Ankara. Landa dans la Kosa a été retenu pour servir de cadre de lancement de cette action de soutien qui est à sa 2e phase. La région de l'Ankara, depuis le mois de mars, a été marquée par les vents violents, les décoiffements de maisons, les écroulements de maisons et les incendies. Nous avons réalisé la première phase de distribution de ces vivres et non-vivres en août. En août, on avait assisté 326 ménages pour 1850 victimes. Pour cette 2e phase, ça fait à travers toute la région 206 ménages pour 1077 victimes. Pour la première phase, ça n'a pas pu couvrir toutes les victimes. Et donc, le chef de l'État a instruit qu'on puisse faire cette 2e phase. À Landa, la 2e phase de l'opération d'assistance a touché 17 ménages. Les bénéficiaires soulagés ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Nos maisons se sont écroulées et nous avons poussé un cri de détresse. Ce cri est parvenu au président Faure qui nous apporte cette aide. Nous le remercions. Que Dieu lui donne la force et une longue vie. Le président Faure est sensible aux malheurs qui surviennent. Il n'oublie pas les victimes. Ce don va beaucoup nous aider. Nous sommes très contents.
Les autorités locales ont profité de l'occasion de cette opération d'assistance pour sensibiliser la population de Landa sur les dispositions à prendre afin de limiter les effets des catastrophes naturelles, notamment éviter de construire dans les lits des rivières, poursuivre le reboisement, faire des pare-feux en saison sèche et entretenir les infrastructures d'assainissement. Après Landa, la direction régionale de l'action sociale va se rendre dans les autres localités pour apporter aussi le réconfort aux autres victimes. L'école primaire publique centrale d'Adéti-Kopé dispose désormais de bâtiments flambant neufs. Un geste de la plateforme industrielle d'Adéti-Kopé, implantée donc dans la zone pour permettre ainsi aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Le compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Marie-Reine Abeta et Abidé Nyazingbe. C'est un rêve qui se réalise. 11 mois ont suffi pour l'extension et la rénovation de l'école primaire publique centrale d'Adéti-Kopé. Des bâtiments sur mesure offerts aux élèves du dit établissement pour de meilleures conditions d'apprentissage. Le geste de la plateforme industrielle d'Adéti-Kopé PIA et de ses partenaires comporte une clôture de 800 mètres de long, un bâtiment R+1 et 9 salles de classe. Ce sont environ 300 millions de francs CFA qui ont été investis pour apporter ce soulagement aux responsables de l'EPP. C'est des sentiments de joie que je ne peux pas exprimer. Et ceci, c'est au nom de tous les acteurs de cette école. Vraiment, nous manquons de mots pour dire merci pour ce joyau, pour cette métamorphose de notre école. Ce joyau va se traduire dans les résultats. Et attendez-vous, revenez, nous vous invitons pour les résultats. Puisque le cadre est assuré, nous n'allons plus sécher les cours au moment des intempéries. La construction de ces ouvrages s'inscrit dans le contexte de la responsabilité sociétale de la plateforme industrielle d'Adéti-Kopé. PIA, dans sa responsabilité sociétale, a pris des engagements vis-à-vis de la population d'Adéti-Kopé. Et le projet de l'industrialisation a été mis à Adéti-Kopé, c'est juste un choix stratégique. PIA a dans son programme plusieurs projets à l'endroit de la population d'Adéti-Kopé. Et ce joyau n'est qu'une petite étape dans ce qui sera fait à l'endroit de la population d'Adéti-Kopé. Cette infrastructure veut accompagner les efforts du gouvernement. Les autorités administratives et locales d'Agouenivé 6 ont exprimé leur gratitude aux donateurs et exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Les acteurs culturels et les arts de la scène disposent désormais d'un accompagnement pour créer leurs œuvres. C'est aussi à travers le projet Togo Créatif qui a officiellement été lancé la semaine dernière à l'Institut français de Lomé. Le compte rendu avec les détails avec Norbert Agbedam et la voix de Yata Aratep. Togo Créatif, une plateforme de dialogue entre le cinéma européen et togolais. Un projet porté par l'Institut français du Togo et le Goethe Institut, qui vise à participer activement au développement socioculturel à travers des programmes de professionnalisation du secteur artistique et culturel au Togo. Nous développons plusieurs programmes. Une pépinière de talent, qui est un programme de formation professionnelle artistique, toutes disciplines confondues. Un studio des arts vivants. On a un programme qui s'appelle le réseau des villes créatives, qui nous permettra aussi de travailler avec des artistes et avec des équipes communales sur la présence de l'art et de la culture en région. L'idée, c'est donc de travailler simultanément, à la fois avec les artistes qui sont déjà là, présents, et qui vont pouvoir s'engager tout de suite dans des projets de création qu'on va accompagner par la diffusion, mais aussi à préparer une nouvelle génération d'artistes avec des jeunes talents qu'on va repérer, qui vont correspondre aux besoins du secteur culturel et qu'on va former de mieux en mieux pour qu'ils puissent être plus performants. Dans le but d'aider les artistes dans la fabrication de leurs œuvres, un chapiteau dénommé Magic Mirror est créé sur place pour le compte du projet Togo Créatif, un événement couplé de spectacles. La pièce elle-même, elle est considérée comme un rituel dans lequel les danseurs ils sont initiés, ils affrontent des choses pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir dépasser leur peur. Le projet Togo Créatif, qui est un super projet qui vient d'arriver dans le
dans l'atmosphère culturelle togolaise et qui va vraiment redynamiser le secteur. Moi, je dis, nous, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le soutien de Togo Créatif, mais je souhaite bon vent à ce projet, mais je souhaite également que les artistes togolais de tous bords puissent aussi en profiter. Étalé sur 5 ans et 4 mois, Togo Créatif va contribuer à terme à l'émergence des industries culturelles et créatives émergentes. Les bénéficiaires de ce projet doivent remplir des critères d'éligibilité suivant le dossier de candidature disponible sur le site web de l'Institut français du Togo. Et avant de refermer cette édition, je vous rappelle cette information. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a présidé ce mardi du côté de Kara une rencontre d'échange, de partage et d'écoute avec les directeurs régionaux des services déconcentrés des régions centrales de la Kara et des Savanes. Il s'agit d'une première phase de rencontre qui s'étendront aux autres régions du pays. Et ce cadre que le chef de l'État a voulu interactif et dynamique s'inscrit dans l'optique des rencontres régulières avec les acteurs impliqués à divers niveaux dans la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025. La rencontre de ce mardi donc a donc porté principalement sur la feuille de route abordée à travers sa vision, son pilotage stratégique et opérationnel et les facteurs qui doivent en garantir le succès. Vous voyez donc les images de cette rencontre d'échange entre le chef de l'État et les directeurs régionaux des services déconcentrés des 3 régions centrales, Kara et Savane. Et nous reviendrons en détail donc sur la rencontre dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.